La mondialisation nous donne accès à des produits et des technologies issus du monde entier et nous assure une prospérité considérable. Mais elle connaît actuellement une profonde mutation. Aujourd'hui, un grand nombre de personnes se tuent à la tâche, notamment pour extraire du cobalt, un matériau essentiel à la fabrication de smartphones. Pour beaucoup, le smartphone est une fenêtre sur le monde, que l'on voit sans cesse confronté à de nouvelles crises. Entre les pandémies, le changement climatique et les guerres, le monde devient plus instable, moins sûr et plus fragile. This morning, a massive operation underway in the Suez Canal, a fleet of tugboats trying to free the Ever Given. La guerre en Ukraine a eu sur nous l'effet d'un électrochoc. À l'ère numérique, la mondialisation ne se résume plus à la production et à l'échange de biens aux quatre coins de la planète. C'est une compétition acharnée sur les plans économiques, technologiques et culturels. Certains rattrapent vite leur retard en copiant et en dépassant même les modèles occidentaux. Pour d'autres, le smartphone et les outils numériques offrent des opportunités inédites. Qui sont les gagnants et les perdants de ce nouveau jeu mondial? Pour le savoir, direction 7 régions du globe. Première étape, San Francisco en Californie. Avec la Silicon Valley toute proche, San Francisco est l'un des hauts lieux de la mondialisation, le laboratoire des nouvelles technologies. Hier, on y a créé le tramway à traction par câble. Aujourd'hui, on s'intéresse aux véhicules automatisés sans conducteur et à un autre petit objet. We've been innovating like crazy for the last few years on this. iPhone is like having your life in your pocket. It's the ultimate digital device. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, ça ne ressemblait à rien de ce qu'on avait connu jusque-là. C'était un appareil incroyablement novateur sur le plan visuel, totalement inédit. En 2007, l'iPhone est une révolution mondiale, le premier véritable téléphone intelligent. Le spécialiste en technologie, Jay Goldberg, se souvient bien du lancement de ce produit phare de la mondialisation. Ça avait l'air génial. Tout le monde en voulait un. C'était très différent de tout le reste. Depuis San Francisco, il faut un peu plus d'une heure de route pour rejoindre le siège d'Apple à Cupertino. La marque à la pomme est considérée comme l'archétype du groupe mondialisé. La conception de ces produits se fait en Californie, mais ils sont principalement fabriqués en Chine. Apple est l'une des multinationales les plus riches et les plus prospères de la planète. Son siège international est un gigantesque donut d'acier et de verre. Vous vous êtes baladé sur le campus avec une caméra? Pas encore. Vous devriez essayer. Je ne pense pas que vous iriez bien loin, mais ce serait drôle de faire le test. Non, ils sont très vigilants. La firme entretient le culte du secret depuis ses débuts. Ils n'ont jamais voulu dévoiler leur politique. Pour voir le fameux téléphone, il vaut mieux aller dans un Apple Store du centre de San Francisco. Si l'iPhone reste à ce jour l'appareil le plus vendu de la marque, c'est notamment parce que la production de ces quelques 1000 composants, issus de plus de 50 pays, est parfaitement organisée. Cette répartition des tâches n'est toutefois pas sans risque, comme Jay Goldberg nous le montre sur une carte. Apple conçoit l'iPhone. Le siège se trouve à Cupertino, près de San Francisco. Le téléphone est créé ici. Toutes les puces intégrées dans l'appareil sont produites par TSMC à Taïwan.
Ces composants sont ensuite expédiés en Chine. L'iPhone est fabriqué principalement dans le centre de la Chine, dans un rayon de 150 km entre Hong Kong et Zhengzhou. Cette région concentre une grande partie de la production mondiale. Rien ne semble indiquer que la situation va changer dans un avenir proche. Ces dernières années, on a commencé à produire à Chennai, en Inde. C'est ici. Et puis, on a besoin de cobalt en provenance du Congo et de toutes sortes de produits chimiques venus d'Allemagne et des États-Unis, notamment du Texas. Tous ces éléments servent à la fabrication des puces. Ces puces venues de Taïwan sont de minuscules composants qui contrôlent le passage du courant électrique. Elles sont utilisées dans les iPhones, mais elles sont aussi des éléments clés de la technologie militaire américaine et de bien d'autres produits. Pour relocaliser la production des puces électroniques, des cartes mémoire et des processeurs, le gouvernement américain subventionne actuellement de nouvelles usines à coût de milliards de dollars, comme Intel en Arizona. Les États-Unis veulent sécuriser l'approvisionnement en pièces informatiques, un enjeu crucial dans un monde de plus en plus numérisé. Le pouvoir revient à celui qui construit les ordinateurs les plus rapides, et celui qui, au contraire, ne suit pas le rythme, perd dans la compétition internationale. Pour Christophe Schell, vice-président d'Intel, la numérisation est devenue le moteur de la mondialisation. Au cours des 50 dernières années, de nombreuses décisions géopolitiques étaient entre les mains de ceux qui avaient accès au pétrole. Dans les 50 prochaines années, elles dépendront de ceux qui contrôleront la conception et la fabrication de puces. Nous sommes au début de ce processus. Ce n'est pas un sprint, c'est un ultramarathon. Sans puces électroniques, plus rien ou presque ne fonctionne dans les sociétés industrielles modernes. Je pense que notre stratégie repose sur les enseignements que l'on a tirés des années Covid. À l'époque, beaucoup de nos clients ne pouvaient plus terminer un produit parce qu'il leur manquait une puce, un semi-conducteur qui en faisait partie. On en a conclu qu'il fallait diversifier les chaînes d'approvisionnement pour nos clients, en concevant et en fabriquant des puces un peu partout dans le monde. Les États-Unis mettent tout en œuvre pour rester en tête, car la Chine, nouvelle superpuissance, a rattrapé son retard. Les chefs d'État chinois et américains se rencontrent régulièrement. Xi Jinping, président à vie, poursuit son rêve, ravir aux États-Unis la première place. Le 21e siècle sera celui de la Chine. Pékin veut dominer le monde sur le plan économique, technologique et militaire. La Chine menace de plus en plus d'annexer l'État insulaire de Taïwan, qui est d'une importance stratégique majeure pour les États-Unis. Shenzhen, dans le sud-est du pays. L'Empire du Milieu est passé du statut d'atelier du monde à celui de rival de l'Occident. Shenzhen est à la Chine ce que San Francisco et la Californie sont aux États-Unis. Ce qui n'était au XXe siècle qu'un village de pêcheurs est aujourd'hui une mégalopole qui compte près de 20 millions d'habitants et autant de smartphones. Beaucoup d'entre eux proviennent d'une entreprise qui est l'équivalent chinois d'Apple, Huawei. Huawei est considéré comme le premier groupe high-tech chinois et le leader mondial des télécommunications. Carsten Zenz nous emmène dans une boutique de la marque. Depuis des décennies, il fait des allers-retours entre la Chine et l'Europe. Il a étudié en République populaire et parle couramment le mandarin.
Aujourd'hui, il est chargé de communication chez Huawei. Ce n'est pas un hasard si ce magasin flambant neuf ressemble à un Apple Store. Nous sommes ici dans le temple des appareils électroniques intelligents. Pour Huawei, ces équipements font partie d'un réseau numérique qui doit tout relier. Les appareils numériques ne se limitent plus aux smartphones et aux ordinateurs portables. L'objectif est d'équiper tous les produits de technologie numérique. Nous fournissons aussi bien les infrastructures de téléphonie mobile que les centres de données, les services cloud, l'intelligence artificielle ou les architectures informatiques. Tout cela forme un grand système. Huawei met au point ce super système numérique dans un étrange monde artificiel. On y trouve par exemple le château de Heidelberg, qui, contrairement à l'original, n'est pas en ruine. En compagnie de Carsten Zenz et de ses collègues de Huawei, nous voyageons à travers une version réduite de la vieille Europe. Là, on est au Luxembourg. Le Luxembourg, donc. On passe ensuite devant Bologne, Paris, Oxford et Göteborg avant d'arriver en Belgique. C'est Bruges. Dans cette réplique du vieux monde, des dizaines de milliers d'ingénieurs de Huawei conçoivent les produits du futur. Nous ne sommes pas autorisés à filmer en coulisses. En Chine, copier les anciens maîtres est un signe de respect et d'hommage. Mais cette approche va au-delà de la simple imitation. Chez Huawei, elle fait partie d'un processus bien plus vaste. De notre point de vue, la technologie fait partie intégrante de notre vie, même si je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Pour moi, la philosophie, la culture et l'être humain sont toujours au cœur de la société humaine tout entière. C'est ça qui va déterminer le développement de la technologie dans le futur. Le futur se construit dans la réplique d'une bibliothèque européenne. En Occident, Huawei est accusé de violer la propriété intellectuelle en copiant des créations originales. C'est là que résiderait le secret du succès de la firme. En Chine, on voit les choses autrement, comme nous l'explique le sociologue chinois Biao Qiang. Il ne se préoccupe pas de ce qui s'est vraiment passé à Heidelberg ou Oxford. C'est l'image qui les intéresse. Cela leur donne l'impression d'être connectés au monde extérieur. Donc, il ne s'agit pas d'un intérêt marqué pour l'histoire de ces lieux, mais plutôt d'une envie d'en posséder une copie pour avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus vaste. Il ne faut pas oublier que la Chine est sortie de plusieurs décennies d'isolement. Au moment où des entreprises comme Huawei ont vu le jour, les collaborateurs les plus actifs au sein de ces structures étaient nés dans les années 1960 ou au début des années 1970. Ayant grandi en Chine, ils ne savaient pas trop ce qui se passait ailleurs, mais ils avaient profondément envie de s'ouvrir au monde et de s'y intégrer. Nous sommes invités dans les salles de réception de Huawei. Le salarié numéro 8, dans un groupe qui en compte aujourd'hui plus de 140 000, nous accorde une interview. C'est une exception, car la direction s'exprime rarement dans les médias. En tant que secrétaire général, Zhang Shisheng fait partie des hautes instances de Huawei. Et pour lui, il est tout à fait normal que son entreprise ait copié Apple. Les philosophies devraient appartenir à l'humanité tout entière pour que nous puissions les apprécier, les partager et les utiliser ensemble.
Au cours de son développement, Huawei a beaucoup appris des bonnes philosophies et méthodes de management de l'Occident. Nous combinons les approches chinoises et occidentales. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Steve Jobs de faire passer le smartphone au niveau supérieur. En comprenant le secret du succès d'Apple, nous pouvons apporter une contribution importante au monde. Dans les locaux de Huawei, le style européen est à l'honneur. Mais en Occident, les performances du groupe ne sont pas forcément bien vues. Depuis plusieurs années, le gouvernement américain interdit aux géants chinois d'intégrer dans ses produits des composants électroniques conçus aux États-Unis. Il accuse la Chine d'utiliser ces équipements pour l'espionnage. Mais de l'aveu de Zhang Shisheng, cela n'entache en rien le succès mondial de Huawei. La série Mate 60 plaît beaucoup aux utilisateurs. Actuellement, il n'y a que nos smartphones qui permettent d'effectuer des communications vocales directes par satellite. Chez Huawei, on ne s'appuie pas sur des composants isolés comme une puce ou un élément matériel, mais sur un système complet. De cette façon, on peut contourner certaines sanctions. L'objectif de Huawei est manifestement le contrôle numérique total de la vie quotidienne. Un logiciel baptisé Harmony a spécialement été mis au point, et pas uniquement pour les smartphones. Ce super système d'exploitation relie tous les appareils numériques, même ceux des voitures. Le géant de la tech fournit toute l'électronique à des constructeurs chinois et fabrique désormais lui-même des véhicules. D'ici peu, les voitures électriques seront pilotées de manière centralisée et rouleront en totale autonomie tout en collectant des masses de données. La voiture du futur sera un appareil numérique roulant. Et ça vaut pour toutes les applications du Big Data. On recueille et on assemble des données pour développer de nouveaux programmes. Bien souvent, au départ, on ne sait pas du tout quelles applications verront effectivement le jour plus tard. Shenzhen est un exemple de mégapole chinoise entièrement pilotée par le numérique. Pour les organisations occidentales de protection des données, comme pour les opposants chinois, c'est un cauchemar. En Chine, on y voit un modèle de société géré de manière fiable et centralisée. Il existe sûrement différentes approches à travers le monde. Et l'une d'elles consiste à vraiment tout relier dans un système étatique. Bien entendu, ça permet aussi de lutter contre la délinquance, c'est évident. Et d'ailleurs, ici, à Shenzhen, le taux de criminalité a énormément baissé depuis ces 10 dernières années. Contrôle, efficacité, croissance. Grâce à sa stratégie, l'Empire du Milieu est devenu l'un des acteurs majeurs de la planète, même si son activité économique ralentit. La Chine mène des projets de construction d'envergure, bien au-delà des besoins réels de la population. Dans les nouvelles mégalopoles du pays, 2 fois plus de logements que nécessaire sont sortis de terre. En quelques années, on a ainsi utilisé davantage de béton, un matériau polluant, que pendant tout le XXe siècle aux États-Unis. Une erreur de planification monumentale. Des millions de Chinois ont subi d'importantes pertes financières en investissant dans des logements dont personne n'avait besoin et dont la construction n'a fait qu'aggraver le réchauffement climatique. Pour la majorité de la population, le rêve de prospérité dans une ville high-tech ne deviendra jamais réalité. Shenzhen est une métaphore du rêve chinois. Une parfaite illustration des aspirations du peuple chinois depuis ces 40 dernières années. Un rythme de développement effréné, une bonne dose de technologie de pointe et un minimum de bagages historiques.
En même temps, on s'est rendu compte que les Chinois ne pouvaient pas reproduire le rêve américain. Pour la simple et bonne raison que notre planète ne peut pas se permettre un autre rêve américain. Les Américains et les Chinois sont les grands rivaux de la nouvelle compétition mondiale. La Chine domine largement un secteur, la production d'éoliennes et de panneaux solaires. L'énergie verte est bon marché et le besoin en technologie durable énorme, en Chine comme ailleurs. Sous l'effet du changement climatique, la côte sud du pays est régulièrement frappée par de violentes tempêtes. Huawei a conçu un système pour prévenir la population. Nous sommes dans une région qui est très souvent touchée par des typhons. Et bien sûr, c'est formidable de pouvoir utiliser des modèles d'intelligence artificielle comme notre système de prévision météo Pangu Weather pour détecter très tôt la formation de cyclones. Le dérèglement climatique est un défi gigantesque pour la Chine et le reste du monde. Et ce n'est pas le seul. Auparavant, la mondialisation visait avant tout à produire là où les coûts étaient les plus bas. La donne a changé. Désormais, les conflits géopolitiques et leurs enjeux de pouvoir influent de plus en plus sur le commerce international. Sur ce point, une île au large des côtes chinoises tient une place centrale. Un État que la Chine revendique depuis des décennies et qu'elle menace régulièrement d'envahir, Taïwan. Les Taïwanais sont au cœur d'une guerre froide, numérique et commerciale. Situé à 200 km seulement du littoral chinois, Taïwan compte 23 millions d'habitants. Ce petit État est d'une importance capitale pour la mondialisation, car il produit la majeure partie des puces électroniques de la planète. L'intérieur de l'île est dominé par de hauts reliefs. Sur une surface réduite se dresse une centaine de sommets de plus de 3000 mètres. On dit souvent que la montagne taïwanaise, qui protège le mieux le pays d'une offensive militaire chinoise, n'est pas une montagne. C'est une société spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ce groupe high-tech fournit à l'Occident les puces les plus rapides et les plus essentielles. C'est ainsi que la superpuissance américaine conserve son avance technologique face à la Chine. On espère donc que les États-Unis protégeront à tout prix Taïwan d'une invasion chinoise. C'est Maurice Chang qui a créé ce groupe, qui est le leader mondial des micropuces et pèse plusieurs milliards de dollars. TSMC travaille sur des puces de 2 nanomètres, soit 2 milliardièmes de mètre. Une surface d'1 millimètre carré peut être équipée de 333 milliards d'unités de calcul, et bientôt plus.
La structure capable de construire ces puces est en pôle position sur le plan technologique. TSMC est ainsi l'une des entreprises les plus importantes au monde. Ici, on ne donne que très rarement des interviews. Mark Liu a succédé à Maurice Chang au poste de PDG. Pour lui, le groupe doit son succès à la mondialisation. Dans cette filière, on tente de mobiliser toutes les forces au niveau mondial pour produire des puces 2 fois plus rapides tous les 2 ans. Si vous ratez le coche, vous êtes automatiquement hors course. Ces derniers temps, la densité ne double peut-être plus tous les 2 ans. Mais en raison du changement climatique, les gens se concentrent désormais sur la performance énergétique. Donc, nous développons une technologie qui doit permettre de tripler la performance énergétique tous les 2 ans. C'est un autre objectif. Nous travaillons discrètement. Tout le monde travaille discrètement derrière des produits emblématiques comme l'iPhone. C'est un objet du quotidien. On n'y pense pas, mais quand on en a besoin, il est là. Grâce à la mondialisation, TSMC et Apple comptent parmi les groupes les plus riches de la planète. Mais cette réussite est compromise par la guerre que se livrent les superpuissances. Depuis l'embargo du gouvernement américain, TSMC ne peut plus livrer de puces à des entreprises chinoises. Selon Mark Liu, la mondialisation devient fragile. Apple, qui assemble toujours la plupart des iPhones en Chine, est également sous pression. Pour résoudre ce problème, Apple ne peut déplacer que progressivement sa chaîne d'approvisionnement. Mais aucun pays n'est en mesure de rapatrier l'ensemble de cette chaîne, ni de tout faire lui-même, parce que ce serait extrêmement improductif et que ça gaspillerait énormément d'énergie. Il existe donc un conflit géopolitique larvé autour des puces, ces particules élémentaires de la numérisation. Et à en croire Mark Liu, la Chine va perdre cette guerre. Malheureusement, la Chine fait actuellement les frais des restrictions commerciales. On peut dire qu'elle perd ainsi 90% de ses capacités d'innovation. Il est très difficile de développer une technologie seule. Quand on est dans l'incapacité d'agir à l'échelle mondiale, on finit par décrocher. La mondialisation s'apparente de plus en plus à une compétition acharnée, à une bataille impitoyable entre différentes régions du globe. La numérisation et la mise en réseau du monde ne font qu'accentuer ces rivalités. Je me souviens que lorsqu'Internet est apparu dans les années 1990, les gens étaient emballés, parce que tout le monde pouvait s'y connecter. Les frontières entre les pays allaient disparaître, puisqu'on pourrait communiquer directement avec n'importe qui partout sur Terre. Le fossé entre les pauvres et les riches se réduirait, parce que les uns comme les autres auraient accès au même réseau Internet et aux mêmes informations. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, 20 ou 30 ans plus tard, le fossé entre les pauvres et les riches s'est creusé. Et les sentiments nationalistes ont augmenté. Donc finalement, le souci, ce n'est pas la technologie elle-même, mais la manière dont on la gère et dont on la réglemente. À l'inverse du monde réel, le monde numérique est largement dérégulé, ce qui est particulièrement visible à Taïwan. Internet relie les gens mais les divise aussi.
les membres du groupe Cofact se réunissent à Taipei. Ils pointent du doigt ce qui inquiète le plus les jeunes Taïwanais sur les réseaux. La propagande politique, les messages haineux, les fausses informations et les tentatives de fraude. Autant de problèmes contre lesquels ils tentent de lutter ensemble. Billion Lee est la fondatrice de Cofact. Nous voulons une société inclusive, transparente, ouverte et démocratique. C'est notre idée, notre vision pour l'ensemble de ce projet. Nous souhaitons donner à chacun le sentiment qu'il peut vérifier des faits pour d'autres personnes. Ça permet de renforcer l'éducation, les connaissances numériques et les compétences en matière de médias. Ensemble, ils vérifient les rumeurs qui viennent probablement pour l'essentiel de Chine. Des posts comme « Les États-Unis envoient de la viande contaminée à Taïwan » ou « Le Japon rejette de l'eau radioactive ici ». À cela s'ajoutent des tentatives de fraude massive et automatisée pour soutirer de l'argent en ligne. En ce moment, il y a tellement de fake news et beaucoup de gens sont perdus. Parce que cette avalanche de désinformation empoisonne leur vie. Alors, je tente d'apporter mon aide et de régler ce problème. Ce qui arrive souvent, c'est que certains n'arrivent plus à démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux et dans les informations. Par le biais d'outils numériques, Mark Johnson, l'associé de Billion Lee, apprend aux jeunes à déceler la propagande, à prendre position politiquement et à gagner confiance en eux. On sait que c'est très frustrant de tomber sur ce genre de messages suspects partout dans les chats. Mais on a la technologie et une communauté de gens pour s'attaquer sérieusement à ce problème. À Taïwan, sur le front entre l'Occident et la Chine, il existe de nombreux groupes d'entraide en ligne comme Cofact. Ils renforcent l'identité nationale et la jeune démocratie. Audrey Tang, ministre taïwanaise du numérique depuis 2016, est une héroïne de ce mouvement démocratique 2.0. Chose impensable en Chine populaire, elle s'affiche ouvertement en tant que personne non binaire. Mon genre est « on s'en fiche ». Donc vous pouvez me dire « madame » ou « monsieur », ça m'est égal. Vous pouvez même m'appeler le très honorable si ça vous chante. Ce que je veux dire, et mon exemple est très parlant, c'est qu'il faut essayer de créer un environnement inclusif. Cela ne sert à rien d'obliger tout le monde à utiliser les mêmes appellations. En tant que ministre, Audrey Tang a pris des mesures pour responsabiliser les grandes plateformes dans la lutte contre les fake news. Elles doivent désormais verser des compensations financières sur les recettes publicitaires qu'elles ont engrangées avec ces contenus. Conformément aux amendements adoptés il y a quelques mois par notre Assemblée législative, si Cofact ou d'autres personnes signalent des escroqueries de ce genre sur Facebook, par exemple, la plateforme est tenue de les faire disparaître sous 24 heures. Si ces contenus sont maintenus, qu'ils génèrent toujours des recettes publicitaires pour Facebook et que quelqu'un ait floué d'1 million de dollars, désormais à Taïwan, Facebook est redevable de cette somme. Cela ne vise pas que Facebook. La cible est bien plus large. L'idée, c'est qu'à présent, en cas d'interférence étrangère dans une élection, de diffusion d'images intimes sans consentement, de revenge porn ou porno-divulgation, ou encore d'escroquerie financière en tout genre, la plateforme doit rendre des comptes. Sa responsabilité est engagée. La numérisation facilite les ingérences et les prises d'influence d'un pays sur l'autre.
La Chine continentale et Taïwan en sont le parfait exemple. Les relations entre les deux pays sont de plus en plus tendues. Et la société taïwanaise elle-même connaît un certain nombre de conflits internes. Mais depuis 1980, le pays s'est progressivement démocratisé. Contrairement à un régime autoritaire, une cyberdémocratie permet de mieux gérer de nombreux conflits et accorde aux citoyens une grande part de décision. C'est du moins la conviction d'Audrey Tang. Je pense qu'il faut augmenter ce que j'appellerais la bande passante de la participation citoyenne. Actuellement, on a une élection tous les 4 ans et le choix entre 8 candidats et 16 partis. Ça correspond à quoi? Quelques octets de téléchargement tous les 4 ans. C'est une bande passante très réduite, avec une latence très élevée puisqu'il faut attendre 4 ans. Donc le processus démocratique existant est beaucoup trop lent et trop limité pour que les citoyens aient vraiment le sentiment d'y prendre part. À Taïwan, on a ce qu'on appelle un processus démocratique continu. N'importe qui peut lancer une pétition en ligne après avoir collecté 5000 signatures. Un ministre ou des personnes mandatées par lui prennent ensuite contact avec le pétitionnaire pour un échange en tête-à-tête. À Taipei et Tainan, on anime des ateliers en ligne et en direct pour trouver des valeurs communes entre des gens issus de camps idéologiques très différents. On cherche aussi des points de convergence à l'aide de l'intelligence artificielle. Et ce sont les sujets qui nous rassemblent. Billion Lee nous invite à une manifestation qui ne pourrait pas avoir lieu ailleurs qu'à Taipei. Venez voir comment Taïwan célèbre ses valeurs d'égalité. J'aime beaucoup cette manifestation. Comme vous voyez, peu importe le genre ou l'âge, qu'on soit un enfant ou une personne âgée, tout le monde s'amuse à cette fête. La Taiwan Pride est de loin la plus grande marche des fiertés d'Asie. Dans les rues de la ville, on célèbre l'amour sous toutes ses formes, ce qui serait inconcevable en République populaire de Chine. Pour Billion Lee, cette manifestation pacifiste est aussi une réponse aux crises et aux guerres actuelles. On sait tous ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Et on est conscient des tensions entre Taïwan et la Chine. Mais le plus important, c'est de construire une vraie alliance démocratique et que les gens partagent les valeurs de liberté et de démocratie. La diversité et la liberté semblent en danger dans le nouvel ordre mondial, car les superpuissances ne parviennent toujours pas à régler le conflit larvé autour de Taïwan. Non loin de là, face au détroit qui sépare l'île de la Chine, nous rencontrons l'entrepreneur Yung Shi-hung et son fils Pei-ja, qui a 18 ans et qui va bientôt incorporer l'armée taïwanaise. Tout le monde a la responsabilité de protéger ce pays, les gens et les familles. Et maintenant, c'est son tour. Il doit endosser cette responsabilité et passer à l'action, tout comme il a été protégé jusqu'ici par les autres Taïwanais. Avoir peur, ça n'aide pas. Je ferai ce que je pourrai pour être prêt. Un État d'Afrique de l'Est a une toute autre vision de la mondialisation, la République démocratique du Congo, ou RDC.
Le Congo compte plus de 100 millions d'habitants. La moyenne d'âge y est de 19 ans, soit moitié moins que dans la vieille Europe. Avec ses matières premières rares, le pays contribue largement à la prospérité mondiale. Mais le Congo souffre de ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. Il profite à peine de ses richesses naturelles. Alexandre Mutombo nous emmène dans une mine de cobalt, où il a lui-même travaillé par le passé. Aujourd'hui employé d'une coopérative autogérée, il tente d'améliorer la sécurité et les méthodes de travail. Sans cobalt, pas de batterie de téléphone portable, ni de batterie de voiture électrique, ni de transition énergétique. Aujourd'hui encore, un iPhone contient en moyenne 6 grammes de ce métal. Ici, dans la province du Haut-Katanga, on produit près des 2/3 du cobalt mondial. Un 5e est extrait à la main par des journaliers dans des mines plus ou moins légales. Il y a celui qu'on appelle attaquant, c'est celui qui est au fond. Il y a celui qui est les guetteurs, qui regardent, celui qui travaille. Il y a les saliseurs. Quand on produit, celui qui coupe les minéraux, il produit. Il y a celui qui va faire la mise en sac. Et maintenant, il y a aussi celui-là qui va tirer pour mettre à la palette toujours en bas. Et les autres maintenant vont faire la chaîne pour remonter les minéraux. Donc c'est un travail qui demande vraiment être dans une équipe. Alexandre Mutombo sait que l'argent agit comme un aimant. Mais le travail est dangereux, d'où ces grands panneaux sur lesquels figurent des consignes de sécurité. Une femme enceinte ne peut pas entrer. Les enfants de moins de 18 ans, ce sont les mineurs, ils ne sont pas aussi autorisés dans les mines. Et aussi transporter sur les épaules une charge qui dépasse 50 kg, ce n'est pas autorisé. Donc là, ce sont quand même parmi les normes et des recommandations que nous devons et que nous respectons dans notre site. Le travail à main nue est qualifié d'artisanal. Dans certaines mines, on creuse des tunnels jusqu'à 100 mètres de profondeur. Il arrive régulièrement que des ouvriers soient ensevelis ou étouffent dans les étroites galeries dépourvues d'arrivée d'air. Pourtant, ils prennent le risque. Le soir, je rentre chez moi avec mon salaire. Ailleurs, on ne touche sa paye qu'à la fin du mois. Mais ici, je gagne de l'argent tous les jours, sauf quand je ne travaille pas. Avec ce que je gagne ici, j'ai pu construire une maison pour mes enfants. Je suis père de 6 enfants et 4 d'entre eux peuvent aller à l'école. Ce n'est possible qu'avec la paye que je touche ici. Grâce à ce travail, j'ai acheté un lopin de terre que je lèguerai plus tard à mes enfants. Je suis sûr qu'avec leurs études, ils auront une vie meilleure que moi. Donc, l'argent que je gagne dans cette mine m'aide beaucoup. Les poussières de métaux lourds sont très toxiques. Malgré cela, plus de 10 000 personnes travaillent dans ces mines semi-légales et rêvent d'une vie meilleure, comme nous l'explique Alexandre Mutombo. Nous voulons à ce que les gouvernements vraiment tiennent compte et que nous qui produisons, nous devons aussi pas seulement produire les cuivres comme ça, il faut que les industriels puissent venir installer leurs usines ici au Congo pour que la fabrication des batteries puisse se faire ici. Cela va vraiment nous aider à empocher beaucoup de nos enfants et créer aussi d'autres emplois qui vont nous servir. Il est difficile d'évaluer le poids des sacs poussiéreux qui sont chargés ici et transportés dans un entrepôt. Là, on concasse la roche et on mesure la concentration de cobalt pour fixer un tarif. Sur le marché mondial, le prix du cobalt fluctue énormément. En 2018, il s'élevait à 95 000 $ la tonne.
L'année suivante, il est tombé à un peu plus de 20 000, avant de remonter à 55 000 $ en 2023. Ici, les intermédiaires gagnent déjà nettement plus que les mineurs. Par exemple, peut-être 1 000 à 1 500 $. Bon, 1 000 $, 2 000 $, bon, c'est pas mal. Selon les estimations, ils ne perçoivent toutefois qu'environ 6% du prix du marché mondial. Le cobalt est surtout destiné à des entreprises chinoises et raffiné en Chine. L'Empire du Milieu contrôle ainsi près de 80% de la chaîne d'approvisionnement mondiale du cobalt pour les batteries. Une grande partie du minerai est extraite et transformée industriellement par des sociétés étrangères telles que le groupe suisse Glencore. Au Congo, les 3/4 du cobalt sont produits de cette manière. Le rendement de ces entreprises est bien plus élevé que celui des journaliers. Ici, la mondialisation signifie que le pays tire peu de bénéfices de ses richesses minières. Les besoins en matières premières comme le cobalt augmentent fortement avec la demande de batteries pour les smartphones, les appareils numériques et les voitures électriques. Aujourd'hui déjà, de vastes étendues ressemblent à des paysages lunaires. Les terres sont peu à peu grignotées par les terrils et les mines, qui sont principalement aux mains de sociétés chinoises. Ici, l'une d'elles érige des murs contre les mineurs clandestins qui veulent leur part du gâteau. En même temps, ces entreprises ont peu d'égard pour la population locale. Bon, c'est une école que j'ai gagnée suite au mauvais entretien. L'école est en train de s'abîmer. Suite aux érosions, il n'y a pas d'entretien. Et les gisements des Chinois sont en train de mettre des explosifs. Il y a des fissures partout suite aux explosifs des Chinois à la carrière. Le gouvernement est au courant. Il n'y a pas ceux qui peuvent parler pour nous. Les députés, où sont-ils? Dans l'est du pays, le gouvernement paraît bien loin. Ici, les habitants ne profitent guère du boom du cobalt et de la ruée vers les matières premières pour les smartphones et les batteries. À 2000 km plus à l'ouest se trouve Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les acteurs mondiaux de l'industrie minière y sont réunis pour une conférence sur les thèmes suivants. Comment transformer les matières premières sur place après leur extraction? Comment produire et gagner davantage au Congo? Ces questions intéressent notamment l'ONG Fair Cobalt Alliance, l'alliance du cobalt équitable. On achète tous nos produits à l'autre bout du monde. Et on jette peut-être notre téléphone portable tous les ans pour en acheter un neuf, ce qui fait exploser la demande de minéraux. En même temps, on veut mener la transition écologique, ce qui implique le passage des combustibles fossiles à une économie axée sur les minéraux. Parce que tous les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries ont besoin de grandes quantités de minéraux. Ces entreprises produisent beaucoup de cobalt et gagnent des milliards de dollars, alors que les habitants n'en voient presque pas la couleur. S'ils étaient vraiment inclus dans le processus, les revenus augmenteraient et le niveau de vie s'améliorerait. Il y a un tas de choses à faire au niveau des infrastructures et de l'éducation. Les jeunes doivent être formés pour pouvoir mieux vivre. Il faudrait donc impliquer davantage la jeune population congolaise dans la production mondiale. Mais pour la directrice générale de Glencore en RDC, ce n'est pas du ressort des entreprises qui paient suffisamment d'impôts, c'est l'affaire de l'État.
Glencore en RDC reste l'un des plus grands producteurs de cuivre et de cobalt. Nous sommes l'un des plus grands contributeurs aux recettes de l'État. Rien qu'en 2022, notre entreprise en RDC a contribué avec plus de 1,2 milliard de dollars au trésor public. Donc, je pense que nous payons aussi, en tant qu'entreprise responsable, ce qu'il faut à l'État congolais. Longtemps premier producteur mondial de cobalt, Glencore a été détrôné par la compagnie chinoise CMOC, anciennement Molybdenum. La Chine transforme la majeure partie du cobalt mondial et elle est aussi le plus grand fabricant de batteries au monde. Selon le vice-président du groupe, il faut une main-d'œuvre qualifiée pour installer une usine au Congo. Pour la prochaine phase de développement de l'industrie des batteries, on a besoin de meilleures capacités techniques et industrielles. Le gouvernement devrait soutenir la promotion des talents dans ce domaine. Notre entreprise s'engage déjà dans la formation du personnel. Nous aurions voulu demander à un représentant du gouvernement congolais comment il compte promouvoir la transformation des matières premières dans le pays. Mais personne n'a accepté de nous parler, au motif qu'il fallait se reposer après la conférence. Le Congo profite trop peu de la mondialisation. La malédiction des matières premières enrichit une poignée de personnes et maintient le plus grand nombre dans la pauvreté. À l'université de Kinshasa, nous rencontrons Christine Bachig. Étudiante en ingénierie, elle effectue des recherches sur les batteries et sait parfaitement ce qu'elle souhaite faire plus tard dans son pays riche en ressources naturelles. Bonjour. Et ici facilement, tu vois, c'est pas comme je veux, mais ça se voit quand même que c'est plus ou moins... Elle et ses amis rêvent de mener une vie autonome et d'exploiter les atouts du Congo. Dans ce côté, j'ai le cobalt qui est un élément essentiel dans la fabrication de batteries au lithium, qui sont utilisées dans des véhicules électriques, dans les téléphones. Et c'est la nouvelle vague du moment pour lutter justement contre le réchauffement climatique et l'émission des gaz à effet de serre. Christine fait partie des jeunes talents que le vice-président de CMOC prétend rechercher. Elle serait prête à travailler immédiatement dans une usine de batteries chinoise ou congolaise ou encore chez un fabricant de smartphones. Ce serait une énorme chance pour elle comme pour ses camarades d'études. De l'oscilloscope par rapport aux signaux que nous avons injectés. On peut aussi se faire de la richesse à partir de ces batteries. Et quoi de mieux que de maîtriser? On paye des téléphones qui nous viennent de la Chine, qui nous viennent peut-être des États-Unis, un peu partout. Pourtant, on est capable de produire les matières premières et de produire nos propres téléphones au niveau local. Christine a 23 ans. Elle a quitté la campagne pour Kinshasa et vit à proximité de l'université. Dans sa résidence d'étudiant, la jeune femme n'a pas d'eau courante et bien souvent pas d'électricité. Elle ne dispose pas non plus d'un compte bancaire, mais possède un smartphone pour payer ses achats et transférer de l'argent. Merci. Comme beaucoup de jeunes Congolais, Christine espère que la situation va bientôt s'améliorer et que ses études d'ingénieur lui seront utiles. On parle du chômage, bien évidemment, parce qu'il y a 40% des jeunes qui sont sans emploi en RDC, selon les statistiques. Tu te retrouves, tu es diplômé, mais tu n'as pas où travailler parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché d'emploi et tu es appelé maintenant à te démener de partout ou à te contenter du minimum. Mais les perspectives ne sont pas bonnes. D'ores et déjà, les batteries sans cobalt et sans lithium envahissent le marché. À partir de 2025, Apple n'utilisera plus que du cobalt recyclé pour ses iPhones. La bataille des matières premières est une partie de poker mondiale. Bientôt, le cobalt congolais ne sera peut-être plus aussi indispensable. Nous roulons vers Chennai, dans le sud-est de l'Inde, en pleine saison des moussons. Le temps se déchaîne dans le pays le plus peuplé du globe, qui a de grands projets.
Pour se rendre au travail, il faut emprunter des routes inondées. La région accueille de nombreuses entreprises qui misent sur les millions de travailleurs bon marché. L'une d'elles est le groupe chinois BYD, le plus grand fabricant de batteries et de voitures électriques au monde. Ici, la mondialisation est bien visible. Les salariés indiens d'une entreprise chinoise construisent des smartphones pour une marque britannique, Nothing Phone. Janine Liu est venue d'Europe pour nous montrer la fabrication de smartphones. Comme Huawei en Chine, Nothing Phone a pris pour modèle l'iPhone. Dans les médias, on nous a beaucoup reproché de copier l'iPhone. On a essayé d'éviter cet écueil. Apple a un magnifique design et on s'en est tous inspirés dans l'industrie de la téléphonie mobile. Mais chez Nothing Phone, on veut avoir une identité de marque bien définie. C'est pourquoi au dos, il y a ce qu'on appelle l'interface glyphe. Ce système est composé de différentes LED qui s'illuminent selon les fonctions utilisées. Par exemple, l'une d'elles s'allume quand on commande un taxi Uber, une autre s'allume au moment où le véhicule arrive. On peut aussi s'en servir comme lampe torche. À l'extérieur de l'usine, la mousson continue de faire rage. On dit que la mousson est particulièrement violente cette année. Le changement climatique se voit notamment à l'intensité accrue des précipitations. Un crocodile aurait même été aperçu dans une rue de Chennai, mégalopole de plus de 12 millions d'habitants. Le lendemain, la pluie cesse et des centaines de personnes, pour la plupart des femmes, arpentent le vaste site de production. Elles viennent de Chennai et de régions plus reculées du pays. D'après elles, c'est une chance de travailler dans cette usine où les salaires sont plus élevés qu'ailleurs. Les combinaisons de protection donnent chaud, mais l'assemblage des smartphones doit être réalisé le plus proprement possible. Le moindre grain de poussière risque de provoquer des failles qu'aucun opérateur ne peut se permettre. Janine Liu et Ram Kumar, le directeur de production, nous font visiter les lieux. Si les grands fabricants de smartphones ont de plus en plus recours aux machines et aux robots, ici, les appareils sont assemblés en grande partie à la main. C'est un travail qui demande doigté et concentration. Le montage est divisé en plusieurs étapes simples. Selon Ram Kumar, une longue formation n'est donc pas nécessaire. En général, il faut 3 à 4 jours pour être opérationnel. Nous formons nos salariés à l'extérieur du site pour nous assurer qu'ils comprennent bien tout le processus. Ce sont en majorité des femmes qui travaillent à la chaîne d'assemblage et de préassemblage. Elles ont les doigts plus fins et sont plus habiles pour assembler les petites pièces et vérifier tous les détails. C'est pour cela que nous employons ici des femmes. Et puis, nous voulons les aider à s'émanciper et à devenir autonomes. Hors caméra, une femme nous confie que le salaire à l'embauche est ici d'environ 200 € par mois, soit le double de la rémunération d'une ouvrière indienne non qualifiée. Comme vous pouvez le voir ici, chaque composant est inspecté. Il ne doit y avoir ni rayures ni aspérité sur la carte mère, car ça pourrait causer des problèmes dans le fonctionnement de l'appareil. En Inde, comme dans le sud-est asiatique,
Les salaires sont bien plus bas qu'en Chine. Et la logique de la mondialisation commande de produire là où le travail est bon marché. En tant qu'entreprise de smartphones, nous sommes dans un environnement très concurrentiel. Il faut veiller à ce que nos coûts de production n'augmentent pas trop, tout en améliorant le matériel et le logiciel de notre téléphone. Donc, comme Ram l'a expliqué, la formation de notre main-d'œuvre est importante. Nous devons rationaliser et apprendre de nos expériences. Chaque marque a ses exigences concernant la fabrication de smartphones. Chacune doit donc définir la meilleure chaîne d'approvisionnement pour elle, le site le plus adapté à ses besoins, les compétences que le personnel doit posséder et enfin comment organiser la logistique après la production. Les chaînes d'approvisionnement des smartphones s'étendent au monde entier. Comme chez Apple, les pièces viennent ici des 4 coins de la planète. L'appareil photo et l'emballage sont fabriqués ici, en Inde. Les puces peuvent provenir du Japon, de Corée du Sud ou de Chine. Cela dépend du fournisseur. Les composants audio et le système optique viennent du Japon. Bien sûr, nous voulons acheter davantage en Inde pour que la majeure partie des pièces soient produites ici. Nothing Phone n'est pas la seule entreprise à fabriquer en Inde. D'ores et déjà, un iPhone sur 7 est assemblé dans le sous-continent. Apple et d'autres groupes ne veulent pas être totalement dépendants de la Chine et trouvent des sites de production encore plus attractifs au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie et en Inde. Ram Kumar voit là un grand potentiel pour son pays. Dès le début de la révolution du smartphone, j'ai voulu décrocher un emploi dans ce secteur. C'est l'objet le plus important du quotidien. On ne peut plus s'en passer. Sans smartphone, la vie serait ennuyeuse, non? Grâce à cet appareil, on peut entrer en contact avec n'importe qui où que l'on soit. C'est l'objet le plus fascinant que l'être humain ait jamais créé. L'Inde, surtout connue jusque-là pour le développement de logiciels, est en passe de devenir l'atelier du monde. Les entreprises américaines et européennes tentent de délocaliser leurs usines de Chine pour bénéficier de conditions de production plus avantageuses et conquérir tout naturellement de nouveaux marchés. L'Inde, qui est désormais le pays le plus peuplé du globe devant la Chine, apparaît comme un débouché de plus en plus intéressant. Cap sur Bombay, une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants dans l'est du sous-continent. Depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, la plus grande démocratie du monde connaît une dérive autoritaire. En parallèle, elle s'ouvre toujours plus à la mondialisation et à la numérisation. Nous avons rendez-vous avec 2 figures de la nouvelle élite d'investisseurs internationaux. La Suédoise Cecilia Holdner s'est d'abord spécialisée dans le vin indien. Son partenaire indien a créé un site web de basket de luxe. À présent, tous deux investissent aussi dans Nothing Phone. Ils ont leurs habitudes au très chic club privé Soho House et sont convaincus d'être au bon endroit au bon moment. Bombay est considéré comme le New York asiatique. C'est la ville de tous les possibles. Les gens y viennent de toute l'Inde pour réaliser leurs rêves. Ça se sent et ça se voit quand on se balade dans la rue ou qu'on est ici à Soho House. Enfin, partout. Dans les 10 prochaines années, cette ville va jouer un rôle clé en dynamisant le reste du pays et en apportant plus de confort à l'ensemble de la population. La question est de savoir si on cible les 2 millions de clients les plus riches ou le milliard de personnes des classes inférieures. Autrement dit, si on crée un produit qui coûte quelques centaines de roupies ou 50, 60, 70 000 roupies. Soit quelques centimes ou quelques centaines d'euros. La question pour eux est de savoir s'il vaut mieux réaliser des projets pour la petite élite des super riches ou miser au contraire sur 1 milliard d'habitants majoritairement jeunes en quête de prospérité.
Les investisseurs internationaux, présents en Inde comme Cecilia Holdner, ne veulent pas passer à côté de ce gigantesque marché de jeunes consommateurs. L'Inde compte aujourd'hui la plus grande population jeune au monde. 50% des habitants ont moins de 25 ans. C'est un marché à croissance rapide qui offre des opportunités infinies. Ça fait 16 ans que je vis en Inde et ce que j'ai vu en près de 2 décennies est vraiment impressionnant. Je pense en particulier au lancement de la 5G. De toute évidence, l'arrivée de cette technologie va modifier les choses en profondeur. Ça va changer la manière dont les gens vont consommer, vivre, communiquer et échanger entre eux à l'avenir. La révolution du smartphone transforme chaque jour un peu plus le quotidien des Indiens. Nous nous rendons plus au sud, à Bangalore, centre mondial de développement de logiciels. Les entreprises y créent des programmes informatiques à bas prix. Dans cette ville en plein boom, la circulation est infernale. Malgré l'afflux de population dans les métropoles, 60 à 70% des Indiens vivent à la campagne. Ici, les infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, sont souvent vétustes. Mais avec la révolution numérique, de nouveaux usages se développent. En général, les réseaux de téléphonie mobile sont plus rapides et ont une couverture plus étendue qu'en Europe. Et une fonction est utilisée par tous, le paiement via smartphone. Pendant longtemps, la population a réglé ses achats en espèces. En mettant en place un système de paiement électronique, l'Inde est entrée dans une ère nouvelle. Grâce à une interface numérique, l'État peut enregistrer et taxer le moindre règlement effectué avec un smartphone. Presque tout est organisé et payé via une application. Avec une très jeune équipe, Shekhav Ghuri a programmé en un temps record le système de paiement indien. On nous a demandé de concevoir une application de paiement pour 1 milliard de personnes en seulement 1 mois. Alors notre équipe, composée essentiellement de jeunes de 25-26 ans, a mis au point ce programme en 1 mois. J'étais responsable du produit, de son design et de sa convivialité. L'idée est simple. Celui qui possède un smartphone a un compte bancaire à portée de main et peut utiliser en quelques clics tous les services disponibles en ligne. Maintenant, il y a plus de gens qui ont accès à l'économie formelle, au crédit, aux prêts et au financement. Ils peuvent donc créer des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, l'argent est bien mieux réparti dans l'économie. Je suis allé dans un petit village où les femmes parlaient actions et marchés financiers, parce qu'elles peuvent investir 10 ou 100 roupies en bourse. Et elles discutaient vraiment du cours de leurs titres. Grâce aux applications de smartphone, 1 milliard d'individus ont accès à des offres auxquelles ils ne pensaient pas avoir droit. Des crédits, des emplois, des formations en ligne, des plateformes de soins numériques et autres services en tout genre. Pour Shekhav Ghuri, l'Inde montre le nouveau visage de la mondialisation. Les innovations qui nécessitaient autrefois des décennies de recherche sont désormais disponibles en quelques mois pour le plus grand nombre. Il y a un adage qui dit « Nous façonnons nos outils et ceux-ci, à leur tour, nous façonnent ».
Et c'est vrai. Qu'il s'agisse du changement climatique ou de l'énergie verte, on n'imagine pas qu'une solution élémentaire puisse changer la donne. On a tendance à se dire « aux grands mots, les grands remèdes ». Mais parfois, des solutions toutes simples peuvent avoir un impact massif. L'Inde a longtemps été le fournisseur de logiciels bon marché du monde. Mais avec la numérisation croissante, le pays se transforme. Son ambition est de devenir un acteur international. Dans les environs de Berlin, un tracteur soulève des nuages de poussière. Et le réseau de téléphonie mobile est nettement moins bon qu'en Inde. La sécheresse est un problème pour les agriculteurs de l'Est de l'Allemagne. Si le climat est bien moins extrême qu'en Inde, le réchauffement progresse rapidement partout en Europe. Ferdinand von Locho cultive entre autres la vigne. Mais même pour cela, il fait désormais souvent trop chaud. Les températures augmentent. Et même si chez nous, cette hausse se limite à 2 degrés en moyenne sur les 10 dernières années, ça a un impact considérable sur les cultures. Il faut savoir que lorsqu'il fait environ 30 degrés ici, on atteint les 50 degrés au sol, et c'est une chaleur accablante. Quand les plantes sont exposées toute la journée à 50 degrés sous un soleil de plomb, beaucoup se dessèchent et dépérissent. Le changement climatique est bien là, et il n'apporte pas seulement de la chaleur dans les champs. Sur les larges toits de l'exploitation, des panneaux solaires chinois génèrent de l'électricité. La Chine fournit près de 90% des installations photovoltaïques dans le monde. C'est cette énergie qui fait désormais tourner la vieille Volkswagen de l'agriculteur et sa nouvelle Tesla. Ici, le réchauffement climatique se fait énormément ressentir. Alors on se demande ce qu'on peut faire pour l'avenir et pour les prochaines générations. Il faut que les choses changent. Ça ne peut plus continuer comme ça. Une des solutions est la mobilité électrique. On doit sortir des combustibles fossiles. Ferdinand roule pour son plus grand plaisir avec sa propre énergie solaire. Il se félicite également de l'interconnexion sans faille entre son véhicule américain et son téléphone. Il aurait bien aimé acheter une voiture allemande, mais aucune marque ne l'a vraiment convaincu. J'ai malheureusement l'impression que l'industrie automobile allemande est passée complètement à côté de la mobilité électrique. Et c'est bien dommage, parce que les constructeurs n'ont pas pris cet enjeu au sérieux, tout comme ils ont sous-estimé le dérèglement climatique. Résultat, ils ont affaibli leur position sur le marché mondial, ce qui aurait pu être évité. Ferdinand craint que la vieille Europe devienne de plus en plus dépendante de la Chine, mais aussi des États-Unis. À l'été 2024, l'Union européenne a alourdi les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, massivement subventionnés par l'État. Seulement voilà, l'Allemagne est tributaire des échanges commerciaux avec la Chine. Aux portes de Berlin, Tesla a installé une gigantesque usine. Pour se rendre dans la capitale, Ferdinand peut recharger son véhicule à cette borne rapide. Le groupe américain est leader mondial dans ce domaine. Volkswagen subit de plein fouet la concurrence de Tesla et des constructeurs chinois. Ici, on fabriquait autrefois la coccinelle, le modèle emblématique de la marque qui a sillonné les routes du monde entier. Il y a 50 ans, la production de cette voiture de légende marquait le pas et la Golf faisait son apparition. Tout cela, c'est du passé et l'avenir paraît incertain. La maison brûle, a déclaré le patron de Volkswagen en 2023.
Sans son industrie automobile, l'Allemagne perdrait un secteur clé de son économie et sa position sur la scène européenne. Son modèle de réussite serait remis en question. À ce jour, Volkswagen fabrique et écoule un tiers de ses véhicules en Chine. Pour la première fois, on y vend plus de voitures électriques que de modèles à combustion. Mais le constructeur allemand ne peut pas suivre et sa position sur le marché chinois est fragilisée, d'autant que Pékin subventionne massivement les marques nationales. Les véhicules électriques de Volkswagen n'ont pas été à la hauteur des attentes. Il y avait des problèmes de batterie, de logiciel et de design. Le dernier né du groupe, l'ID7, doit rectifier le tir. Il est entièrement électrique et d'après le chef de produit, on a là enfin une voiture qui tient la route. L'autonomie et le chargement sont les deux sujets centraux. La berline est notre modèle international, destiné aux 3 grandes régions du globe, l'Europe, la Chine et les États-Unis. La marque doit faire face à une compétition internationale plus féroce que jamais. Existe-t-il encore une voiture allemande d'envergure mondiale ? On fait de la recherche à Wolfsburg, mais aussi à Pékin, Shanghai, Tokyo, dans la Silicon Valley et en Israël, pour suivre les évolutions sociales et les dernières innovations technologiques. Et puis on a une équipe qui élabore des scénarios pour l'avenir. Et l'avenir s'annonce plein de défis. Le groupe allemand doit tenir le rythme de développement de la concurrence chinoise. Il s'agit d'offrir des fonctionnalités dans la voiture, mais aussi des services de mobilité très personnalisés qui soient automatisés et qui puissent être utilisés numériquement par le client. Volkswagen se prépare en outre à la bataille des matières premières et le cobalt n'est pas seul en jeu. À l'avenir, même les matériaux les plus ordinaires doivent être réutilisés. On travaille actuellement sur de toutes nouvelles solutions qui visent à faciliter le recyclage des véhicules et des matières premières. Autrement dit, on crée des pièces avec un seul matériau pour pouvoir ensuite les retirer plus rapidement. On souhaite récupérer les voitures en fin de vie et à partir des matériaux broyés, en produire de nouveaux. Le groupe allemand, qui a longtemps été le premier constructeur de voitures au monde, dépend désormais d'autres entreprises en matière de logiciels et d'intelligence artificielle. Après la sidérurgie et la construction navale, l'industrie automobile allemande serait-elle à son tour en déclin ? Singapour, le centre de l'Asie du Sud-Est. La cité-État abrite le plus grand port de conteneurs de la planète. 3e place financière au monde, c'est une plaque tournante pour les capitaux, les investissements, les services et les idées. Une grande partie de la recherche et développement en Asie du Sud-Est est pilotée d'ici. Singapour est un État autoritaire et en même temps une ville ouverte sur le monde qui, contrairement à la Chine, attire de plus en plus d'étrangers. L'investisseur Charles Ormiston est arrivé jeune ici. L'ascension de Singapour a été concomitante à la sienne. Mon repas de mariage a eu lieu dans l'immeuble d'à côté, qui a été achevé en 1988. Et toutes ces terres ont été arrachées à la mer. Il n'y avait rien avant. Là-bas, le nouveau stade n'existait pas. Mais comme toujours, Singapour avait un plan sur lequel figurait chaque bâtiment. Et aujourd'hui encore, il est possible de voir à quoi la ville ressemblera dans 10 ou 20 ans. On peut investir sur la base de ce plan, qui prévoit d'exploiter chaque centimètre carré du territoire. Tout est très bien pensé. Entre le mix d'immeubles résidentiels et commerciaux, les transports et les accès aux différents pôles d'attraction, centres commerciaux, zoos et aéroports. Singapour est l'une des villes les mieux conçues au monde.
Depuis le premier centre financier d'Asie, Charles Ormiston observe la lutte pour l'hégémonie mondiale. La Chine se situe en tête pour la production de matières premières et la conception de batteries de smartphones et de voitures électriques. Quant à dire qu'elle est la grande gagnante de la mondialisation, l'investisseur émet des doutes. Je viens d'avoir un collègue au téléphone et il m'a expliqué qu'auparavant, en Chine, tout le monde croyait que la situation allait s'améliorer à l'avenir, mais que ce n'était plus le cas aujourd'hui. Concrètement, ça signifie que les gens sont moins enclins à faire des économies sur le long terme, qu'ils prêtent moins attention au choix de l'école pour leurs enfants et au placement de leur argent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Chine. L'essor de la Chine atteint ses limites. La bataille entre les superpuissances américaines et chinoises occulte les autres aspects de la mondialisation. De nombreuses entreprises cherchent de nouveaux sites de production et tentent de répartir les risques. Il y a des menaces géopolitiques. Je pense que la guerre entre la Russie et l'Ukraine nous en a vraiment fait prendre conscience. Et puis se pose toujours le problème de Taïwan, qui risque de mettre en péril le secteur des semi-conducteurs et de placer brusquement les États-Unis au centre de l'océan Pacifique. Le monde entier en pâtira, parce qu'il sera de plus en plus difficile de rester en pole position. En contrepartie, les avancées technologiques auront d'énormes retombées, notamment dans les pays en voie de développement, qui n'étaient pas franchement à la pointe dans ce domaine. Ce sera donc tout à fait bénéfique. Dans le sillage des grands conflits géopolitiques, les pays asiatiques hors Chine pourraient bien rattraper leur retard. Singapour se considère comme le meneur de jeu et le laboratoire du futur. Au Centre national de design, on élabore des stratégies pour les nouveaux défis de la planète. Hello, I'm Casey. It's so lovely to meet you. How can I help you today? Dawn Lim, la directrice du centre, s'attend à ce que Singapour soit confronté, comme bien d'autres villes, à une immigration massive, une augmentation sensible des températures et une forte pression sociale. L'État insulaire mise sur une approche originale. Nous poursuivons une politique sociale très active. Notre programme de construction de logements publics vise à abolir les barrières sociales et à rapprocher les différents groupes ethniques et religieux pour favoriser l'entente et la cohabitation pacifique entre les communautés. Sur nos terrains de jeu, vous verrez que les enfants jouent ensemble indépendamment de leur milieu socio-économique et de leurs origines ethniques. À Singapour, comme à New York, San Francisco, Londres et Paris, des quartiers entiers sont occupés par des immigrés, à l'instar de Little India et de Chinatown. Pour Dawn Lim, si la surveillance est renforcée dans la cité-État, il règne un véritable climat de confiance parmi les habitants. Par exemple, dans les hawker centers, les halles culinaires, beaucoup de Singapouriens laissent leurs sacs, achètent à manger et reviennent en s'attendant à retrouver leurs affaires. C'est le signe d'un taux de confiance élevé au sein de la société. Et ça nous permet d'adopter un mode de vie qui fonctionne pour nous. Reste à savoir si une ville comme Singapour, qui s'apparente à une version propre, policée et autoritaire de New York, est vraiment un modèle pour l'avenir. Pour Parag Khanna, chercheur en relations internationales, la réponse est oui. Il se définit comme un futurologue mondial et se demande qui va profiter demain de la mondialisation et quels sont les risques. Parag Khanna s'intéresse aux tendances majeures qui transformeront la planète dans les prochaines décennies. À ses yeux, la mondialisation est indissociable de l'économie, de la numérisation, du changement climatique et de la hausse des flux migratoires. Il fait lui-même partie des nombreux immigrés de Singapour, où il s'est installé après un passage par le Pakistan, l'Europe et les États-Unis. Sur une carte créée par ses soins, il nous montre comment pensent les nouveaux nomades comme lui.
Cette carte du monde met moins en évidence des frontières que des liens et des réseaux. On vit à une époque où les gens disent que la mondialisation est en recul. C'est factuellement faux. La valeur des produits et la distance qu'ils parcourent augmentent, qu'il s'agisse de voitures, d'appareils ménagers, de téléphones mobiles ou d'ordinateurs portables. Et c'est un phénomène qu'on observe partout sur la planète. Le développement de Singapour en est selon lui la parfaite illustration. La cité voit converger des biens et beaucoup de capitaux, mais elle attire aussi des personnes du monde entier venues tenter leur chance dans cette société multiethnique d'un genre nouveau. C'est une société très diversifiée. Un système hybride qui ne repose pas sur le modèle occidental de l'État-providence et encore moins sur le modèle communiste ou socialiste. On ne veut pas du capitalisme financier débridé qui accroît les inégalités et fait disparaître les services de base, comme on le voit dans de nombreux pays occidentaux. On ne veut pas non plus du socialisme autoritaire, un système caractérisé par une mise sous tutelle de la société entière et une économie planifiée qui ne prend pas en compte les besoins d'évolution, de diversification et de protection de la main-d'œuvre, autant d'éléments nécessaires à l'activité économique. Le pragmatisme impose de réaliser une planification stratégique en répondant aux aspirations de la population. Parag Khanna est convaincu que si aujourd'hui les jeunes choisissent Singapour, à l'avenir, ils éliront également domicile dans d'autres villes et régions du monde. C'est lié à la révolution du numérique et du smartphone avec laquelle ils ont grandi. Les millennials, la génération Z et la génération alpha représentent 5 milliards d'individus qui sont nés avec le numérique et pour qui l'accès à Internet est un droit humain. Ils voient le téléphone portable comme un objet familier et une porte sur le monde. Ils considèrent aussi le développement durable comme un droit humain. Ils veulent vivre dans un monde écologiquement durable et viable, et c'est légitime. Enfin, ils croient à la mobilité. Ils estiment avoir le droit de vivre n'importe où sans être restreints physiquement. À l'avenir, les sociétés prospères seront celles qui attireront ces jeunes, les intégreront et les aideront à se sentir chez eux et à participer à la société. C'est la recette toute simple du succès. Chaque région du globe se bat pour tirer son épingle du jeu de la mondialisation. Des milliards d'êtres humains peuvent voir sur leur smartphone ce qu'il se passe aux quatre coins de la planète. Ils sont toujours plus nombreux à vouloir choisir leur lieu et leur mode de vie. Au Congo, la population se rend bien compte que les matières premières comme le cobalt ne peuvent pas seules apporter la prospérité. L'Inde devient un centre majeur pour la fabrication de smartphones et de logiciels. La numérisation lui ouvre de nouvelles perspectives. La Chine veut jouer le rôle de leader mondial, mais sa croissance ralentit. Taïwan est aujourd'hui le premier producteur de haute technologie, mais l'île reste un sujet de discorde entre la Chine et les États-Unis. À Singapour aussi, on voit que l'Occident n'est plus un modèle pour le monde entier. Les nouvelles technologies recèlent des possibilités insoupçonnées, mais aussi des risques. Si elles offrent un accès aux informations internationales et une forme moderne de démocratie participative, elles font aussi planer la menace d'une surveillance et d'un contrôle trop strict. La mondialisation ne se résume plus à une compétition entre les entreprises. Les puissances économiques se disputent les matières premières, les technologies de pointe et la main-d'œuvre, parfois même en menant des guerres. Des régions entières sont en pleine ascension, quand d'autres se battent pour maintenir leur suprématie. On ne sait pas qui sont les gagnants de la mondialisation, ni même si une position hégémonique est tenable. On connaît bien en revanche les grands défis qui menacent la planète, le dérèglement climatique, les inégalités et les flux migratoires. Partie d'Europe, la mondialisation a changé le monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui change l'Europe.
someday.